Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite session du coup pour le code. Donc on a plutôt décidé pour s'entraîner au code de faire quelques séries de mise en situation, donc de concours blancs, mais là c'est plutôt des mises en situation où après ils vont te donner des conseils et te corriger au fil des questions. Donc c'est pas mal en fait, ce sera pas mal pour progresser rapidement et on pourra en déterminer quelques règles. On a nos notes juste à côté, comme ça on avance petit à petit et on pourra retenir les choses les plus importantes à apprendre par cœur. Voilà, on va commencer directement par la petite session série 3. C'est parti. Allons-y. Question 1, du coup, la situation la plus risquée est la situation. Je dirais que c'est la situation 2. On voit que le rétroviseur c'est la même chose. On voit que, en fait, la seule différence, en fait, c'est que là il y a une moto et là il y a un cycliste. Et donc, du coup, le car va avoir tendance à vouloir dépasser cette ligne droite, enfin cette ligne continue, cette ligne discontinue même, pour tenter de dépasser ce cycliste. Donc, du coup, je pense que la plus dangereuse, du coup, c'est la numéro 2. Une moto circule généralement à une vitesse proche de celle des autres véhicules motorisés, type voiture à main. Il est donc assez rare de devoir le dépasser, ce qui n'est pas le cas des cyclistes. Aussi, le conducteur du car a plus de risques d'être surpris s'il n'a pas détecté à temps, ou il peut être tenté de le dépasser s'il a mal estimé la vitesse de rapprochement ou la largeur de la route. C'est donc la situation 2 qui est la plus risquée. Voilà. Et bien sûr, je reste vigilant dans ces deux situations. La route n'est pas très large, mieux vaut ralentir. Très bien, très bien. Du coup, pour l'instant, la 2, c'était bien. Pendant le temps de réaction, je parcours environ 27 mètres à 90 km/h. Alors ça, c'est une règle qu'il faudra apprendre. Alors voilà, la règle c'est la vitesse en mètres par seconde, du coup, c'est le chiffre des dizaines multiplié par 3. Ça, faut vraiment que je l'apprenne. Donc du coup, chiffre des dizaines c'est 9. Et donc du coup, multiplié par 3, ça veut dire du coup 27. Donc du coup, il parcourt 27 mètres en une seconde. Le temps de réaction, c'est une seconde, donc c'est vrai, oui. Ma vitesse diminue, ben non. Lors du temps de réaction, la personne ne se rend pas compte et donc du coup, sa vitesse ne diminue pas. Voilà, donc c'est bien la règle là que je vous ai donnée tout à l'heure, on la connaît. Et c'est la règle des 1 seconde qu'on connaît aussi. Très bien, parfait. On peut passer à la question suivante. La taille des panneaux varie selon la vitesse maximale autorisée. Celle-là, on l'a jamais eu. La vitesse maximale autorisée. La taille des panneaux. J'aurais tendance à dire oui. La largeur de la route, je dirais non. Ok, très bien. Donc là, on veut comprendre quand même. La taille des panneaux a effectivement un lien avec la limitation de vitesse d'une route et non sa largeur. Ainsi, plus les vitesses autorisées sont hautes, plus les panneaux sont grands. Comme par exemple sur l'autoroute. L'objectif, qu'ils soient toujours visibles, voilà, c'est plutôt logique de loin afin que le conducteur ait le temps de les prendre en compte. Si j'ai du mal à lire les panneaux, c'est donc soit que je roule trop vite, soit que je dois faire contrôler ma vue. Très bien. Donc du coup, c'est un lien avec la vitesse, mais du coup pas la largeur. C'est bien ce qu'on avait dit. À bord d'une voiture, le gilet de haute visibilité est obligatoire. Il se range dans l'habitacle. Il peut se ranger dans le coffre, mais on va plutôt le mettre dans l'habitacle en fait. Parce que s'il est dans le coffre, il est inaccessible. Donc je pense que vous pouvez en mettre des supplémentaires dans le coffre, mais il faut qu'il soit plutôt dans l'habitacle. Donc je vais choisir l'habitacle. À bord de chaque voiture, il doit y avoir au moins un gilet haute visibilité homologué. On recommande même d'en avoir plusieurs lorsqu'on transporte des passagers. Il doit être accessible immédiatement, donc rangé dans la boîte à gants ou une poche de siège par exemple, mais surtout pas dans le coffre, où il serait impossible de le saisir avant de descendre de la voiture. Ok, parfait. Un poste d'appel d'urgence se trouve
à ma droite. On le voit bien ici du coup. Une issue de secours se trouve à ma gauche. On voit ici. Bon, ça c'est plutôt basique. Pas besoin vraiment de lire. En cas de contrôle anti-pollution non conforme, lors du contrôle technique, ma voiture devra être présentée à une contre-visite. Oui, pour contre-visite qui permettra de vérifier si j'imagine si le problème est réglé. Chez contrôle technique, une mesure de la pollution du véhicule est réalisée. Si le résultat n'est pas conforme à un réglage ou une réparation du moteur s'impose, voilà. Le véhicule est donc refusé avec obligation de remise en conformité dans les 2 mois qui suivent et donc contre-visite. Donc c'est dans les 2 mois, on retient dans les 2 mois. Attention, les véhicules utilitaires légers doivent passer ce contrôle tous les ans après 4 ans de mise en circulation, même si le propriétaire est un particulier. Ok. La distance de sécurité minimale obligatoire correspond au double de la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ah, ça je ne sais pas. La distance de sécurité minimale obligatoire correspond au double. Bah oui. Oui, parce qu'en fait c'est... Ah non. Bon, je mettrai oui et j'essaie de comprendre pourquoi. Le temps de réaction moyen d'un conducteur est d'environ 1 seconde. La distance minimale de sécurité doit être d'au moins 2 secondes. Ok, ça on prend en note. Marge de sécurité, si le conducteur est un peu distrait ou fatigué, son temps de réaction peut dépasser 1 seconde. Ce ne s'agit pas d'une recommandation mais d'une obligation. Si je laisse moins de 2 secondes d'intervalle avec le véhicule qui me précède, quelle que soit la vitesse, je peux être verbalisé. Ok. À l'éco-conduite, je mettrai non et je mettrai oui. D'accord. Ah d'accord, moi je crois que c'était... Ok. Pratiquer l'éco-conduite, c'est adopter une série d'attitudes qui n'ont rien à voir avec le type de véhicule conduit, anticiper le ralentissement, éviter au régime du moteur, réduire légèrement sa vitesse de croisière sur l'autoroute, couper le moteur lors des arrêts prolongés, mettre la climatisation lorsque c'est nécessaire uniquement. Cela peut se pratiquer avec un véhicule récent ou ancien. Ok, donc possibilité de pousser les rapports de test avec une voiture en boîte automatique. Pour cela, il suffit de ne pas accélérer trop fort. Ok. Donc, du coup, ça n'a aucun rapport avec la voiture. En fait, c'est l'éco-conduite, c'est vraiment c'est juste la personne qui fait attention. Ok, on retient. Je m'arrête dans les 2 situations. Ouais. Dans la situation numéro 1, le piéton est engagé sur un passage pour piéton. Je vais le laisser passer. Dans la situation numéro 2, la personne n'est pas engagée sur un passage pour piéton. Mais il n'y a en aucun cas de visible peut donc traverser où il veut. Et là encore, je le laisse passer. Ok. Les feux de croisement. Alors, d'après une logique, donc ta voiture, elle avance comme ça, la voiture en face, elle passe comme ça. Du coup, les feux de droite, je pense, ils sont plus forts. Plus loin à droite qu'à gauche, je pense, oui. Ouais, ça me paraît logique parce qu'en fait, lors d'une rencontre de voitures, en fait, c'est forcément en fait, le feu de gauche qui va rejoindre la voiture d'en face plutôt. Et le feu de droite va être plus éloigné, donc du coup, il pourra être plus fort. Afin de ne pas éblouir les usagers arrivant en face, exactement. Et en face de nous. Ok, parfait. On avait bien compris. Prévenir les autres usagers d'un contrôle routier est un acte irresponsable. Ok. Bon, ça, c'est plutôt
Céder le passage, c'est vrai. Un stop, il faut marquer le stop avant de prendre le rond-point. Je pense que oui, c'est possible aussi. Ah non. Ah d'accord, donc je connais pas trop ce panneau. Ce panneau annonce un carrefour à sens giratoire. À ce type d'intersection, les usagers qui entrent dans l'anneau doivent céder le passage à ceux qui y circulent déjà, qui arrivent de la gauche obligatoirement. Mais aucune obligation de s'arrêter. Ce n'est pas nécessaire. C'est pourquoi je vais rentrer un céder le passage et non un stop. Ok, on retient donc du coup là, hop, sens giratoire. Du coup, un céder le passage, mais pas un stop. Parce qu'en fait, s'il n'y a personne sur le rond-point, on marque pas le stop. Très bien. Ok, donc ça c'est oui en fait. Et non, je peux pas partir immédiatement parce que je crois que les passages ne sont pas attachés. L'allumage du moteur, l'aiguille du contour qui indique le régime de rotation du moteur vient généralement se stabiliser un peu en dessous de 1000 tours par minute. Ce qui correspond au régime ralenti du moteur lorsqu'on n'accélère pas. Et tous les voyants doivent s'éteindre, signe que tout va bien. Ici, le moteur est donc en marche. Mais un voyant rouge reste allumé, ce qui indique que je n'ai pas bouclé ma ceinture. C'est de la passager, mais c'est peut-être aussi un autre témoin. Je ne peux donc pas partir immédiatement. Ok, très bien. Alors on a un feu là. Il pourrait y avoir un autre tramway qui arrive, je pense. Après, est-ce que je redémarre? C'est pas que j'avance, c'est que je redémarre. Mais je dirais que non. Parce qu'il pourrait y avoir un tramway là. Et je pense que c'est une question piège. Le feu rouge clignote toujours, donc interdiction de passer. Il est possible qu'un autre tramway approche. Ok. Alors qu'il n'est pas visible pour l'instant, clignotant ou non, un feu rouge reste un feu rouge de la même signification. Ok, donc vraiment, feu rouge. On ne fait rien, même on ne redémarre même pas. Que d'accident responsable sous l'emprise de l'alcool du cannabis, je risque un refus d'indemnisation de l'assurance, bien sûr. Enfin oui. Ok. Une résiliation de contrat, oui. C'est moi, mais un assureur peut lui aussi sanctionner un conducteur. Par exemple, si celui-ci est responsable d'accident sous l'emprise de l'alcool du stupéfiant. Parce qu'elle peut refuser d'indemniser le conducteur pour ses dommages corporels et dégâts à son véhicule. Autrement dit, tout se passe comme s'il était assuré au tiers et seules ses victimes sont dédommagées. Très bien. Une bonne utilisation de la climatisation, c'est aérer l'habitacle avant de la mettre en marche. Bon, on va plutôt répondre déjà à la deuxième. On trouvera une fenêtre lorsqu'elle fonctionne, ça c'est non. Aérer l'habitacle, je dirais que oui. Est-ce que c'est aérer l'habitacle pour voir si... Attends. Aérer l'habitacle pour voir si l'habitacle ne peut pas être plus frais juste en ouvrant et en aérant.
Si c'est pas suffisant, après fermer et mettre en marche. Ou c'est est-ce qu'il faut l'aérer pour la qualité de l'air? Moi je mets tout oui et on va voir pourquoi. Lorsque l'habitacle de la voiture est chaud, en particulier si elle est garée en plein soleil, il est préférable d'aérer quelques instants avant de mettre la climatisation en marche. La baisse de température sera plus rapide et cela évite la climatisation de consommer beaucoup de carburant. Ok. En effet, elle puisse son énergie en absorbant une partie de la puissance du moteur. En revanche, une fois qu'elle fonctionne, les fenêtres doivent être fermées pour ne pas que l'air s'échappe, sans quoi une partie de l'énergie pour refroidir l'habitacle sera gaspillée, sans parler de la pollution qui pourrait être évitée. Ok, très bien. Réduire les effets de la colle, non. Le taux d'alcool émis, non. Ok. On entend parfois que le café et les boissons énergisantes font baisser le taux d'alcool dans le sang ou au moins ses effets, ou tout au moins ses effets. Il n'en est rien, les principaux effets, à savoir l'allongement du temps de réaction, la mauvaise appréciation des distances et des vitesses ou encore la prise de risque demeurent. Quant à l'alcoolémie, il reste inchangé. Il n'y a qu'une façon efficace de faire baisser le taux d'alcool, attendre parfois l'équivalent d'une nuit entière ne suffit pas pour revenir à zéro. Ok. Alors là, on a vu clignotant rouge, on est à l'arrêt. La clignotant orange. Je dirais que oui ici. Est-ce que je dois m'arrêter? Je dirais que non. Un feu jeune clignotant autorise à passer. Il doit cependant inciter la plus grande prudence. Mais au fait, pourquoi les feux temporaires comportent rarement un feu vert? Justement parce qu'il est fréquent de rencontrer des usagers arrivant en sens inverse. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu être retardés dans la zone de travaux, parce qu'ils débouchent d'une intersection dans cette zone, ou encore parce qu'ils sont sortis d'une propriété privée située entre les deux feux. D'où la vigilance nécessaire, sans oublier que je vais certainement rencontrer des ouvriers. Ok, donc en fait c'est orange parce qu'en fait il faut toujours être vigilant, en gros. Du coup c'est pas vert ou tu peux faire un peu, enfin tu vas faire moins attention. Là il faut être vraiment vigilant. Ok, très bien. Alors, quelle différence déjà? On va essayer de regarder la différence entre la situation 1 et la situation 2. C'est une catastrophe. Je ne vois pas la différence. Mais j'ai l'impression que c'est la même. N'est-ce pas la même photo? Voilà. Mais je peux pas y répondre si je comprends pas. Ah d'accord, j'ai pas vu. Très bien. Donc là, forcément, je m'arrête, ça c'est sûr. La deuxième. Je ralentis, mais je ne m'arrête pas. Prudence, voilà, est-il un piéton sur le point de traverser devant lui? Situation 2, son clignotant gauche fonctionne, aucun doute possible, il est sur le point d'en partir. Je dois laisser passer, complètement. Non, pas du tout, ce n'est pas une bande d'urgence. Je suis bien placé. Ça, je crois que si j'ai bien compris, en fait, ça c'est une zone en fait pour les engins en fait un peu lourds et qui vont à une vitesse réduite sur des voies rapides. Donc du coup, si je suis bien placé, si je circule à la même vitesse que le camion, je dirais que oui. Et si je dépasse le camion aussi. D'accord. C'est si je dépasse le camion. Ça aurait été une température moins large, mais comportant très beaucoup plus long. Je n'ai aucun mal à deviner que la voie située sur ma droite est une voie réservée aux véhicules lents. Ok. Donc ces véhicules lents, est-ce pas forcément en fonction de la taille?
Voilà, donc là c'est important, celle-ci n'est pas réservée qu'à la circulation des poids lourds. C'est pas mal. Ok. On va quand même noter ça. Très bien. Un pare-brise sale ou embué peut. Mais je dirais que oui. T'es monté dans l'action, oui. Pare-brise en vos états sale ou. Parce qu'en fait, tu as fait un effort en fait, pour essayer de bien voir en fait. On perçoit les choses moins bien plus tard et cela peut être amplifié lorsqu'on a le soleil de face. Il faut alors se concentrer davantage, voilà, exactement. Donc on se fatigue plus vite. Et qui dit apparaître la fatigue dit augmentation du temps dans l'action. Et c'est d'autant plus dangereux lorsqu'on voit moins bien. Je nettoie régulièrement mon pare-brise, intérieur, extérieur, et je m'assure que j'ai du lave-glace en quantité suffisante. Deux facteurs qui influencent le plus la distance de freinage sont et l'adhérence quand même, la vitesse, le chargement du véhicule. Et je dirais c'est plutôt la vitesse, l'adhérence. Ok. Vitesse c'est le facteur le plus important. En effet, s'il multiplie par 2, la distance de freinage sera multipliée par 4. Ça c'est important. Ok. Un petit véhicule sauf surcharge n'a pas une grande influence. En effet, le dispositif de freinage est conçu pour être efficace même si la voiture est chargée à son maximum. Ok, très bien. Dangereux. Passible d'une amende. Le tramway qui passe, l'arrêt de voiture devant lui, c'est une situation dangereuse. Pourquoi il est interdit de s'arrêter dans un passage à niveau? On peut facilement imaginer pourquoi, surtout qu'un tramway ou pire un train ne s'arrête pas aussi facilement qu'une voiture. Son conducteur risque effectivement une amende et surtout un accident de grave. Très bien. Si ma voiture est équipée de l'ABS pour m'arrêter au plus court, j'appuie sur la pédale de freinage. Je crois que l'ABS, ça empêche en fait le blocage des roues pour qu'il n'y ait pas un accident lors d'un freinage. Donc du coup, en fait, je pense que tu peux faire le plus fort possible parce que tu as la sécurité du bouclage des roues. Voilà, exactement. Le freinage, mais il permet de garder le contrôle de la direction des faits. Les roues ayant bloqué le volant ne permet plus de diriger la voiture. Sache le deuxième implique les pressions successives. Parfait. De ralentir. Donc normaliser, qui peut être utilisé aussi par les forces de l'ordre, les pompiers ou encore des ouvriers, signifie ralentir. Je ne vais pas m'arrêter pour lui demander toujours avec confiance et que je ralentis significativement pour être en mesure de réagir à cette situation imprévisible, d'autant plus qu'il y a du brouillard. Très bien. Ça on avait vu tout à l'heure, c'est des objets, j'ai vu ça tout à l'heure, du coup c'est des objets volumineux mais légers. On essaie de ne pas mettre de poids en fait dessus.
déséquilibrer la voiture. Exactement. Une zone 30 est signalée par le panneau numéro 2. Numéro 3, c'est pas une zone. Ce ne serait pas une limitation à 30 simplement. Je dirais que c'est le numéro 2. Par un panneau qui porte une limitation de 30, ce qui exclut les panneaux de droite qui n'en comportent aucune. Ok, il indique une zone réservée aux piétons et le panneau de gauche comporte une limitation. Que des panneaux du milieu. C'est bien sûr le panneau rectangulaire qui signalise une zone 30 puisqu'il comporte le mot zone. Il signifie que la vitesse n'est pas limitée seulement dans une rue mais dans tout un quartier. Ok, voilà, donc c'est une zone alors que là c'est plutôt juste une route en fait. Très bien. Tous les pneus émettent le même niveau sonore. Non. Non. Ça c'est sûr à 100%. Tous les pneus, même neufs, ne se valent pas. Parce qu'en fait, il y a même des fiches en fait, qui montrent lors d'un achat en fait, de pneus neufs. Une petite fiche en fait, qui a montré son efficacité. Donc du coup, est-ce que ça va augmenter ou baisser votre consommation de carburant par rapport à d'autres roues et même aussi les décibels en fait. Certains sont plus bruyants que d'autres. Ils n'offrent pas tous la même adhérence, notamment sur sol mouillé. Attention au freinage et dans les virages. Pour comparer des pneus, on peut se référer à leur étiquette normalisée. Voilà, c'est ça dont je vous parlais. Celle-ci prend en compte les qualités de chacun, y compris en termes de consommation de carburant. Voilà. En effet, certains pneus permettent de moins consommer et s'usent moins vite. Et ce sont généralement de très bons pneus en matière d'adhérence. Un peu plus cher, mais vite rentabilisé. Ok, nous voyons une voiture derrière. Cette vitesse, l'intervalle de sécurité de la voiture devant moi est insuffisant. Je ralentis, oui. Je dois toujours laisser un intervalle minimum de 2 secondes avec le véhicule qui me précède. Ce n'est pas une simple recommandation, mais une obligation. Cet intervalle me permet de réagir si un événement prévu survient. Si la voiture devant moi freine brusquement par exemple. Ici, cet intervalle n'est pas suffisant. Aussi, je dois ralentir pour respecter cette règle et donc me mettre en sécurité. Les feux et la sonnerie viennent de se déclencher. J'ai le temps de passer? Bien sûr que non. Ça, pas besoin de... Très bien. Sur une voiture automatique pour passer de la position P à la position D. Ah, ça, je ne sais pas parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. P, je dirais que c'est park. R, c'est reverse. N, neutral. Et D, c'est peut-être dynamic. Peut-être. Ah bah non. Ce serait juste avancé en fait. Parce qu'il y a neutral, reverse, park. Ouais. Donc là, ça va juste être avancé en fait. Si une voiture automatique pour passer de la position P à la position D, je pense que je dois appuyer sur la pédale de frein. Je pense que ça, oui. Je pense que c'est ça, oui. Et après, appuyer sur le bouton de sécurité du sélecteur. Donc ici, j'imagine. Ça, je pense, c'est plutôt pour reculer. Mais je ne pense pas. Donc je vais mettre oui. Ok. Sur la voiture automatique, pour passer du secteur de la position parking, ok, très bien, à la position départ. Ok. Il faut activement appuyer sur le frein. C'est une sécurité, sinon impossible de bouger le sélecteur. Par sur le bord de voiture, il faut en appuyer sur un bouton situé sur le pommeau du sélecteur. Sur la voiture, cette sécurité est remplacée par des mouvements latéraux nécessaires du sélecteur pour passer de P à D. Mais c'est moins fréquent. Ok. Très bien. On a retenu. Les voyants qui concernent les feux avant sont
Mais je pense logiquement ça va être forcément cela en fait, parce que c'est vers l'avant. Ça c'est plutôt vers l'arrière. Donc du coup je mettrai le voyant 1, voyant 2, voyant 4. Du coup là je pense c'est anti-brouillard. Là c'est plein feu et là c'est feu de croisement du coup. On va essayer de voir si on a raison. Ils sont tous situés à gauche de symbole représentant le projecteur, sauf le numéro 3. Celui qui représente les feux de brouillard. C'est le seul en dans les feux. Les trois autres représentent les feux avant. Les feux de croisement pour le numéro 1, ce qu'on avait dit. Les feux de route, ok pour le numéro 2, ce qu'on avait dit. Et les feux avant de brouillard. Parfait. Ça, on l'avait parfaitement maîtrisé. Je loue une camionnette d'un PTAC de 2500 kg et un PV de 1000 kg. Cela signifie que je peux charger 1500 kg de matériaux. C'est poids vide. Je pense que ça c'est PTAC, je pense que c'est poids total accumulable en gros à peu près. Et c'est faux en fait, parce qu'il faut compter le poids des passagers. Poids vide d'un véhicule, ok, sans chargement, sans personne à bord, mais tout plein fait. PTAC c'est le poids maximum que peut atteindre le véhicule, chargement et passagers inclus. La différence entre les deux donne le poids maximum que peut admettre le véhicule, donc 1500 kg, cela donne 1500 kg. Attention, cela ne veut pas dire qu'on peut charger 1500 kg de matériaux. Okay. En effet, il peut oublier le poids du conducteur et des éventuels passagers. C'est exactement ce qu'on a dit. Parfait. Si je prends un virage à 70 km/h au lieu de 50, les effets de la vitesse sur la tenue de route. Ah ça, on l'a jamais eu, c'est intéressant. Ça va me donner des données chiffrées en plus, c'est bien. Du coup là, on va quand même essayer de deviner, mais au moins on va en tirer du coup des pommes de données importantes. Virage à 70 km/h au lieu de 50. Tu par 4, bien sûr, ça me paraît vraiment beaucoup. 1,5, ça me paraît quand même assez peu. 70, ça commence à faire. Bon, je vais mettre 2. 3. Je vais mettre 2, on verra. Ok, bah c'était 2. On pourrait penser que la différence de vitesse entre 50 n'engendre pas d'effet sensible, mais les lois de la physique montrent que la différence n'est pas négligeable. Voilà, j'ai les lois de la physique en moi. Je suis juste trop fort en fait. C'est abusé. Parce qu'en fait, j'ai commencé à faire quelques petits tests aujourd'hui, donc je me suis pas du tout documenté avant, etc. Je viens de commencer un peu aujourd'hui et je commence déjà un peu à maîtriser le bail, on dirait. Par exemple, lorsqu'on double la vitesse, ces conséquences sont multipliées par 4. Ok. La vitesse ne double pas, elle est multipliée par 1,5. Pourtant, déjà, tous ces effets sont multipliés par 2. Du coup, multiplié par 1,5. Par 1,5, du coup, c'est x 2. Du coup, ça ferait 3, non? J'ai pas bien compris. Ah, est-ce que c'est pas multiplié par 4 parce que c'est le carré de 2? Bah, je sais même pas. Ah, j'ai pas compris leur bail. Ok, pardon, lorsqu'on double la vitesse, c'est conséquence multipliée par 4. Ok, dans cette question, la vitesse ne double pas. Elle est multipliée par 1,5. Ok, donc c'est juste à retenir en fait. J'imagine qu'il n'y a pas vraiment de calcul. Du coup, vitesse fois 1,5
est fait x2 à obtenir. Très bien. Pas de calcul astucieux. Je tourne à droite à la prochaine intersection. Je m'arrête immédiatement. Parce qu'en fait, la camionnette devait se garer vers un créneau, donc du coup, faut attendre qu'elle se gare pour pouvoir passer. Parce que la camionnette devant moi va reculer pour entrer dans la place. Quels sont les indices et feux stop d'une part, son clignotant à droite, et surtout les feux blancs qu'on appelle des feux de recul qui s'allument automatiquement lorsque la marche en arrière est engagée. Il doit donc m'arrêter avant de risquer de la gêner. Parfait. Si je heurte un piéton à 110 km/h, ses chances de survie sont environ... Bon, en fait, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de 0%. Survie, hein, c'est pas... Non, c'est quand même survie. Donc c'est le tuer. Je dirais quand même 40%. « 70 km/h, non, c'est quand même beaucoup. On va mettre 20%. « 0%, ce n'est pas possible. C'est arrondi, ok. D'accord. Mais 0%, ça va. Ok. Quel choc avec un piéton risque qu'il soit tué directement lié à la vitesse au moins de choc. 30 km/h, le choc est rarement mortel, alors qu'il est souvent à 50 km/h. Même s'il ne meurt pas, les séquelles sont graves. À 70 km/h, un piéton n'a aucune chance de survie. Voilà. D'accord, d'accord. C'est intéressant ça. Ok, très bien. L'avertisseur de changement de fil. Je pense que j'ai compris. Ça, c'est, je pense, en cas d'inattention, ou peut-être même que tu commences à pas être fatigué, donc du coup, tu commences à tomber dans la bande d'arrêt d'urgence. Du coup, je pense que c'est pris une sortie de voie involontaire. Parce qu'en fait, vous voyez que là, c'est pas les mêmes lignes que là. Là, vraiment, c'est une bande d'arrêt d'urgence. Donc, pris une sortie de voie involontaire. Et donc, du coup, émet généralement un signal sonore dans l'habitacle. Ok, système d'analyse marque au sol et s'il détecte un écart alors que ça ne semble pas être l'attention du compteur. Signal sonore est une entretien, mais ce dispositif n'allume pas les clignotants, pas plus qu'il n'est en mesure de détecter un véhicule dans l'angle mort. Ce dernier existe, mais les deux systèmes n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ouais, il n'y a même pas le clignotant en fait, parce que tu peux pas tourner. Feu de détresse, je me serais posé la question, mais clignotant, c'est pas possible. Celui-là, on l'a déjà eu, je n'ai pas encore installé de chaîne sur ma voiture, je m'arrête immédiatement pour les mettre. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est le rond bleu comme ça, c'est obligatoire. Là, je me suis fait prank. Ah oui, ok, j'ai été pris sur un fil là de ok, je connais, mais en fait, pas du tout. Et je me suis pas posé les bonnes questions. Faut les mettre n'importe où. Voilà. Faut pas descendre pour les mettre juste ici, quoi. C'est un virage alors qu'il n'existe aucun dégagement pour me placer en dehors de la route. S'arrêter ici, c'est prendre le risque de se faire percuter tout au moins dans cette zone encore plus dangereuse qu'elle n'est déjà. Très bien, très bien. Ça, du coup, vraiment, on se rappelle quand même ces obligations et du coup, là, on va pas les mettre maintenant. On n'a pas fait gaffe à la question, en fait. My bad. Pour éteindre un feu sur les vêtements d'une personne, je peux utiliser un extincteur.
Oh. Dioxyde de carbone. Poudre, oui. Dioxyde de carbone, non. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Ah. Très bien. On ne veut pas tuer la personne. Klaxonne pas, je freine, oui. Ah, je klaxonne même. Ok. Réagir, signer en présence. Très bien, très bien. On a eu une petite déconcentration à la fin, c'est dommage. Sinon, le reste était plutôt correct. Le reste était plutôt correct. On a eu une bonne série de... Ouais, à la fin, on s'est un peu déconcentré. Ah là là. 33 sur 40, on est sur la bonne voie. C'est plutôt correct. Très bien, très bien. Bah, merci d'avoir suivi cette petite vidéo d'entraînement, donc du coup sur une série pour le code. Donc, du coup, on se retrouve un peu plus tard du coup pour la suite de ces petites séries. On va progresser un maximum le plus rapidement possible. Merci beaucoup d'avoir suivi et à plus tard. Ciao, ciao.